Bonjour, je suis Mabel Adekambi, je suis la promotrice des liqueurs King of Soto et la directrice de la société Fram Conseil. Alors il faut dire que ma première initiative à la base c'était d'accompagner les producteurs agroalimentaires parce que je suis gourmande mais j'aime également tout ce qui est beau. Donc l'objectif en créant ma première société c'était d'accompagner en termes de communication et de packaging les producteurs agroalimentaires béninois qui mettaient en valeur les produits typiquement béninois. Au bout d'un an, je pense que mon business model était raté, donc j'ai dû fermer la société. Donc ça a été le premier échec, pas forcément, mais ça a été un échec. Mais c'était un échec qui m'a appris beaucoup de leçons puisque ça m'a fait rebondir en créant moi-même une marque au détour d'une petite fête comme je les aime bien, où je voulais faire du rhum arrangé et comme le rhum coûtait trop cher, j'ai décidé de prendre du solabi et de faire du solabi arrangé. Tout ça dans le but d'épater mes amis et je l'ai bien présenté. Comme je vous ai dit, j'aime le bon quand c'est beau. Et ils ont vraiment apprécié, ils m'ont demandé de leur en refaire et j'en ai refait. Et un jour, ils m'ont dit, mais on discutait, j'ai dit, mais je ne peux pas vous le faire sans étiquette, j'aime bien quand les choses sont bien présentées. Dites-moi, comment on peut appeler ce produit? On a fait un brainstorming autour d'un bocal de 5 litres de solabi arrangé et on a fini par trouver le nom qui était Soto. Donc, on a donné le nom de King of Soto. Et je l'ai lancé, je me suis dit, tiens, ce serait un bon moyen pour moi de montrer aux producteurs agroalimentaires béninois qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire avec nos produits locaux. L'objectif, en fait, en me lançant dans cette activité, c'était vraiment de dire aux producteurs, voyez ce qu'on peut faire avec les produits de chez nous. Et donc arrêter quelques temps plus tard, parce que franchement, l'industrialisation, ce n'était pas un objectif pour moi. Et en tout cas, pas un objectif à court terme. Et du coup, je me suis lancée dans cette aventure-là et j'ai connu des gens, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré des producteurs ruraux, j'ai rencontré des productrices rurales. J'ai tissé des liens avec ces personnes et la communauté aussi béninoise m'a fortement soutenue dans cette aventure. Et donc, j'ai décidé de continuer. Je n'étais pas seule, j'ai une associée dans cette aventure également. Voilà. En fait, il y avait un côté social dans cette aventure puisque aujourd'hui, dites-vous bien qu'une partie de nos revenus a servi à mettre en place un incubateur qui dispose d'une grande cuisine équipée. Et avec cette cuisine équipée, on accompagne les porteurs d'idées agroalimentaires à prototyper leurs projets. C'est pour vous dire qu'on est revenu encore à la base de notre projet. On est revenu d'une certaine façon et finalement, c'est ce projet qui n'était pas prévu, qui finance maintenant le projet initial. Alors quand je me lance dans cette aventure, je connais les codes pour réussir dans la vente de produits agroalimentaires en termes de communication. En termes de distribution, c'est beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié à l'école. Donc je connais les codes pour réussir à mettre un marché, la stratégie pour introduire un produit sur le marché. Je sais comment gérer une entreprise, ça je l'ai appris. Je sais comment vendre un produit touristique, ça aussi je l'ai appris, mais je ne sais pas produire. Donc, je n'ai pas fait d'études de marché parce que au départ, quand j'ai créé ma première entreprise, j'avais fait une étude de marché et j'ai eu un échec. Comme je vous ai dit, j'ai dû fermer l'entreprise au bout d'une première année. Pourtant, l'étude de marché que je faisais, les conclusions étaient concluantes, étaient positives, qu'il y avait un marché pour ce type de service que j'offrais. Donc ici, je n'ai pas fait d'études de marché. Parce que d'abord, comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé au départ, ce n'était pas une activité que je voyais dans la durée, c'était une activité vraiment à court terme. Et deux, je n'ai pas fait d'études de marché parce que je me disais que au bout de 3 ans, j'ai fait un business plan, j'ai fait une étude de marché sommaire, mais vraiment sommaire. Parce qu'en réalité, j'ai l'impression que comme l'Afrique se construit, c'est beaucoup plus difficile d'avoir certaines données aujourd'hui. Et donc, l'étude de marché pour moi, l'argent que je n'ai pas dépensé dans l'étude de marché, c'est cet argent-là qui m'a permis de faire des tests sur le marché. Parce que quand on a commencé la première production, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui.
Avant, quand on produisait, on mettait directement les fruits dans les bouteilles, on mettait le sodabi, on fermait et on stockait le temps de la maturité du produit. Avant, quand on a lancé, on pouvait, au tout début, on achetait l'alcool de palme chez n'importe quel producteur d'alcool de palme. Donc, avant qu'on a commencé avec des bouteilles recyclées. Et on a dû apprendre le métier en fonction de ce que les consommateurs nous demandaient. Disons qu'on s'est mis aux normes sanitaires. Donc aujourd'hui, on n'achète pas chez tous les producteurs. On a notre fournisseur officiel qui travaille selon le cahier de charge qu'on lui a bien donné. Et ce cahier de charge, ça a été défini, pas parce qu'on a fait une étude de marché, mais pas parce qu'on a fait une étude de marché sur papier, mais on a fait une étude de marché de terrain en fonction de ce que les consommateurs nous disaient. Non, ça c'est trop fort, ça on le préfère beaucoup plus léger, celui-ci il est trop dur, celui-ci il est plus épicé, etc., etc. Donc on a commencé au départ avec une dizaine de produits. Aujourd'hui, on a 6 produits qu'on fabrique toute l'année et de temps en temps, on a des produits qui sortent de façon saisonnière. Donc, quand je parle de on, généralement, je parle de Carole et moi. Donc, Carole, c'est mon associée. Disons que moi, je suis in front et elle est au back-office. C'est elle qui s'occupe de toute l'opération. Parce que je suis ici avec vous, elle gère l'équipe derrière. Et donc, on a commencé toutes les deux comme ça. On a travaillé toutes les deux comme ça pendant 4 ans approximativement. Ou même peut-être beaucoup plus. On est à la boutique ici. La boutique a ouvert il y a 2 ans. Waouh! La boutique a ouvert il y a 3 ans. Donc, on a commencé, on était toutes les deux pendant à peu près 4 ans. Après, on avait des personnes qui venaient de façon saisonnière, ponctuelle, pour nous aider au niveau de la production. On a travaillé comme ça toutes les deux pendant 4 ans, avant de commencer par recruter petit à petit. On a d'abord recruté un assistant comptable qui faisait faire de l'administratif, parce qu'il est important de mettre en place des procédures dans une entreprise, des procédures administratives et des procédures financières. Donc on a recruté un comptable, ensuite on a recruté un commercial et puis on a élargi au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous avons une équipe donc composée d'un comptable, d'une assistante administrative. On a 4 commerciaux, un responsable marketing, et puis il y a Carole et moi en plus. Disons qu'il y a des aspects financiers quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a le financement de départ pour lancer l'entreprise. Ensuite, il y a le scale-up. Ensuite, il y a le développement, etc. En fait, l'entreprise a plusieurs vies, on va dire. Et donc, quand vous n'avez pas les bons partenaires, que ce soit collaborateurs ou partenaires d'affaires, commerçants, prestataires de services, etc., c'est difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, ça coûte de l'argent. Et ensuite, parce que vous pouvez faire beaucoup d'économies. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Carole et moi, on ne s'est pas versé de salaire pendant approximativement 4 ans. Il n'y a pas beaucoup d'associés qui pourraient dire, OK, on ne se verse pas de salaire pendant 4 ans. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire que tout ce qu'on gagnait, on réinvestissait automatiquement dans la boîte. Et donc, on a gagné de l'argent d'une certaine façon. Imaginez qu'il n'y avait pas Carole et que j'avais un collaborateur à qui je devais payer un salaire. Ça aurait été plus compliqué parce que les ventes n'étaient même pas, linéaires. C'est-à-dire que la première année, on ne faisait pas autant de chiffres que ça pour verser un salaire conséquent ou juste à un collaborateur. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des fournisseurs de matières premières avec qui nous travaillons depuis des années et qui sont à la limite mieux qu'une banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous travaillez avec des fournisseurs, vous voulez acheter chez eux, ils peuvent vous demander de payer cash ou de payer comptant. Et si vous n'avez pas la liquidité, vous pouvez aller voir la banque pour leur demander de vous faire un crédit. Et donc la banque va vous faire un crédit ou encore ce qu'on appelle un découvert. Donc le découvert sera rémunéré par des taux d'intérêt, assez élevés d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons des fournisseurs avec lesquels nous travaillons, avec qui nous avons pu négocier des paiements en différé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
avoir de bons collaborateurs et avoir de bons fournisseurs, donc une bonne équipe autour de soi, c'est bon non seulement parce que c'est bon, parce que c'est bénéfique, on parle de financièrement parlant, mais également au niveau de la motivation, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Je veux dire quoi par là? À plusieurs reprises, moi j'ai voulu abandonner et ça a été Carole qui m'a dit non, on continue. On continue, ça ira, on booste, on continue de pousser. À plusieurs reprises, on a voulu abandonner toutes les deux, mais ce sont nos prestataires, avec nos fournisseurs de matières premières avec lesquels nous travaillons, qui nous ont dit non, vous n'abandonnez pas, on continue. Quand des fois, ça n'allait pas du tout, en pleine période de Covid, c'était très calme. On les a appelés et puis on leur a dit, bon écoutez, c'est très calme, ça ne va pas et tout. Et ils ont dit, non, jamais on continue comme ça. Même si ça ne va pas, on peut vous livrer la marchandise, vous pouvez payer en fait, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Bref, le fait d'avoir de bons collaborateurs autour de vous qui vous motivent, qui, à travers de petits messages, disent bon, ok madame, ça va aller, hein, ces temps-ci c'est difficile. Qui vont vous dire, à qui vous allez dire, ok, ce mois-ci, je ne suis pas sûre de pouvoir payer le salaire. Hein. Il n'y a pas de souci, madame. Ce sont des petites choses qui, quand même, d'une certaine façon, vous font dormir en paix et ne vous stressent pas, et donc qui impactent de façon globale une entreprise. Généralement, on me demande quelles sont les erreurs que nous avons commises à King of Soto, enfin dans l'aventure King of Soto. Nous avons dû commettre beaucoup d'erreurs, mais je ne peux pas vous les dire aujourd'hui pas parce que je manque de volonté ou parce que je veux le cacher. Mais en réalité, je n'arrive pas à savoir quelles sont les erreurs qu'on a commises parce que pour nous, ce n'était pas des erreurs, c'était plutôt des challenges. Disons qu'on on a des difficultés, on a des challenges et on arrive à les relever ou on n'arrive pas à les relever. Il y a quelques années, juste un peu avant que le Covid ne commence, on a eu tout notre stock de bouteilles comment on appelle ça, on a des emballages que nous avions commandés, on a eu pratiquement tout notre stock de l'année 2020, je me rappelle plus si c'était en 2019 ou en 2020 que le Covid a commencé, tout notre stock de bouteilles, d'emballages s'est cassé parce que nous avions laissé ça, nous avions confié le stockage de ces emballages-là auprès de quelqu'un d'autre. On a délégué ce stockage parce qu'on pensait ne pas avoir l'espace. Quand ça nous est arrivé, on s'est dit bon, la prochaine fois, on ne met plus nos bouteilles là-bas, on va trouver l'espace. Et en fait, on a trouvé de l'espace. L'espace était là, mais on ne l'exploitait pas. Donc en fait, je pense que ce sont des challenges qu'on rencontre dans le cours d'une entreprise, que je ne vois pas ça comme une difficulté ou des échecs, mais je vois vraiment ça comme des challenges qui nous permettent en fait de monter encore plus haut. Parce que évidemment, regardez, là aujourd'hui, on maîtrise le processus de stockage de nos bouteilles. Et en plus, on n'est pas là, vous savez, quand vos produits ne sont pas chez vous, pour les avoir, il faut attendre que l'autre soit prêt d'abord. Donc il faut l'appeler, on fait prendre les bouteilles, quand est-ce que vous êtes disponible. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour que nos produits soient toujours tendance dans 3, 5 ans ou 10 ans? Alors, il faut partir du début déjà. C'est-à-dire que même si je n'avais pas en tête au début de créer, de me lancer dans la production, il y a une chose qui était certaine, c'est que j'avais une vision pour la production agroalimentaire béninoise. Donc la vision était de créer des marques qui vont perdurer dans le temps. Donc ce n'était pas forcément mes marques, mais même d'autres marques, des marques, d'accompagner les producteurs pour qu'ils puissent créer des marques qui vont perdurer dans le temps. Et donc quand je me suis lancée dans King of Soto, évidemment, à un moment donné, je me suis assise et je me suis dit, tiens, ok, maintenant que tu es dedans, tu fais en sorte que ce soit une marque qui perdure dans le temps. Je ne veux pas citer les marques étrangères, mais tous, si on vous demande une marque de rhum aujourd'hui, il y a un nom qui va sortir automatiquement de votre bouche. Pourtant, il y a plein de rhum qui existent. Hein. Si on demande une marque du liquide rouge, du vin, une marque va sortir automatiquement. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons besoin de construire des marques qui vont durer dans le temps. Et donc, la première chose à avoir, c'est d'avoir une vision. Qu'est-ce qu'on veut? Ok, on veut une marque qui va exister encore dans 100 ans. Même si nous, on n'existe plus, cette marque doit continuer à exister.
Donc, que ce soit une marque, un produit qui s'adapte à chaque génération. Donc, dans 3, 5 ans ou 10 ans, ne vous inquiétez pas que nous avons déjà étudié la population qui sera à ce moment-là, qui sera la cible, le consommateur de ce produit-là à ce moment-là. Nous avons déjà identifié leurs besoins et nous savons quels sont les produits qui seront les plus adaptés à ce moment-là. Ce ne sera pas peut-être le King of Soto Ananas qui sera celui qui va être le produit le plus adoubé en 2000. On est en 2023, en 2026 ou en 2000. Moi, je parlerai plutôt en 2030. Ce ne sera pas forcément le King of Soto Ananas à saveur ananas, ce sera peut-être une autre saveur. On a pris quand même un peu d'avance au niveau de la recherche et développement. Mais ça, c'est ce qui est intéressant quand vous avez une vision. Quand vous vous projetez, c'est que vous devez faire beaucoup de recherche et développement et vous devez être précurseur sans l'être. C'est-à-dire que vous avez l'idée, vous avez le prototype, mais vous ne le mettez pas encore sur le marché. Parce que si vous le mettez sur le marché, vous serez en avance sur votre temps. Et si vous êtes en avance sur le temps, c'est que vous n'êtes pas dans le temps. Il est vrai que les produits locaux ont la réputation d'être des produits chers. Et pour 2 raisons. Il faudrait que j'explique ça parce que c'est important que le Béninois puisse comprendre pourquoi nos produits coûtent cher. Le produit en lui-même, qui est dans l'emballage, ne coûte pas cher. La matière première ne coûte pas cher. Mais pour transformer la matière première, il faut utiliser des machines. Les machines ne se fabriquent pas forcément au Bénin. Et si elles se fabriquent au Bénin, si vous devez avoir des machines qui font de l'alimentaire, vous devez avoir des machines en inox. Et des plaques en inox, on n'en a pas au Bénin. Donc ça se ramène de l'extérieur. Et ça coûte une blinde, ça coûte extrêmement cher. Donc une machine que vous pouvez trouver, je dis peut-être des bêtises, à 30 € en France, même si vous la ramenez ici avec les frais de livraison, la douane, etc., vous pouvez le trouver peut-être 30 € en France, ça fait peut-être 18 000 ou 20 000. Vous pouvez peut-être l'acheter à 100 000 francs ici au Bénin. Et donc, pour les producteurs ruraux de façon générale, ils ne peuvent pas commander en Europe parce que c'est une autre démarche. Donc, ils veulent commander le matériel ici au Bénin et chez les équipementiers en local, c'est un peu plus cher. Donc, il y a une première chose, c'est l'amortissement des équipements. La deuxième chose qui coûte le plus cher dans les produits locaux, c'est l'emballage. Nous ne produisons pas d'emballage au Bénin. Enfin, si, nous produisons des emballages en plastique. Mais même dans ce cas-là, l'emballage coûte cher. Et nous sommes en plein dedans. Mon produit, ma matière première, si je devais l'acheter au prix où tout le monde l'achète, elle ne me coûterait pas cher. Mais nous, on a décidé d'accompagner nos fournisseurs en achetant 30% plus cher que ce qui se vend sur le marché. Mais ça, c'est nous. Donc, la matière première de base, donc l'alcool de palme même, ne coûte pas très cher. À cela, on rajoute les fruits. Là encore, on ne travaille pas avec les vendeurs de fruits classiques. On a décidé d'aller vers les meilleurs vendeurs de fruits. On utilise des fruits transformés. Et donc, on va chez les meilleurs du pays. C'est chez eux qu'on achète toutes nos matières premières. Donc, ça nous coûte un tantinet plus cher que si vous allez au marché, vous achetez. Je dis bien un tantinet parce qu'en réalité, étant donné qu'on achète en gros, si quelqu'un doit se lancer dans la même production que nous, ça lui reviendrait même au même prix. Ensuite, pour finir, il y a l'emballage. L'emballage, c'est une vraie tannée parce que c'est la chose qui nous coûte le plus cher dans un produit. Ça nous coûte plus cher sur 2 aspects. Premièrement, on ne l'achète pas on ne vend pas généralement d'emballage au Bénin. D'emballage en verre, en grosse quantité, on n'en vend pas au Bénin. Donc on est obligé d'acheter à l'extérieur. Et à ce niveau-là, on ne peut pas négocier des marges de manœuvre pour le paiement en différé. Donc, on doit payer cash beaucoup d'argent parce que tu ne peux pas vouloir commander à l'extérieur et commander 2 emballages. Alors qu'ici, si tu veux acheter, tu peux acheter 10 produits, revendre, acheter 10. Donc tu vas acheter à l'étranger, tu es obligé d'acheter en grosse quantité. Donc tu achètes en grosse quantité, ça veut dire que tu mobilises une grosse trésorerie et tu vas acheter en grosse quantité et tu ramènes. Tu ramènes, tu produis. Franchement, des fois, moi j'ai envie de vendre
les Queen of Soto, les King of Soto, à des prix beaucoup plus bas. Mais on a du personnel qui travaille avec nous. Et ce personnel, je suis désolée, doit vivre. Et on sait ce que ça coûte de vivre à Cotonou. Donc, tout ça mis ensemble, ça donne une facture lourde à la fin. Et comme le produit est mis sur le marché, on le met au prix sur le marché. Donc, je ne dirais pas que le produit est plus cher ou il est moins cher. Je dirais que, de façon globale, les liqueurs qu'on vend au Bénin qui sont de la même gamme coûtent le même prix. Généralement, les gens nous demandent pourquoi souvent on ne voit plus le King of Soto et on voit beaucoup plus la Queen of Soto. Mais moi, je leur réponds, mais la Queen est plus belle, elle est ronde, elle est belle. Et puis, quand le King of Soto existait, quand les gens disaient qui produit le King of Soto, on disait c'est une femme, mais pourquoi ça ne s'appelle pas la Queen of Soto et puis ça s'appelle le King of Soto? Donc, mais là encore, c'est une question de vision. Quand je me suis assise et que j'ai commencé par penser le produit King of Soto, c'est la bouteille que je voulais. C'était la bouteille de Queen que je voulais. Et je n'ai pas trouvé la bouteille sur le marché. J'ai trouvé une bouteille alternative qui était fort bien jolie, mais qui ne correspondait pas à la vision que j'avais du produit. Évidemment, donc, on a lancé avec le nom King of Soto, pour dire le roi du sodabi. Et puis là encore, vous savez, c'est une question de stratégie. Il y a 7 ans qu'on a lancé la marque. Si on avait appelé ça Queen of Soto, les hommes n'auraient pas acheté. On me demande généralement si le chemin a été difficile parce que je suis une femme, ou si je suis un homme. Mais franchement, quand je discute avec mes collègues comme entrepreneurs, on vit les mêmes galères. Mais les miennes sont plutôt au niveau de l'acceptation du produit, et puis au niveau du financement, en 2. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, le soulabi est très mal vu. Ce qui est très surprenant parce que tout le monde en a chez lui, à la maison, dans une bouteille au fond, avec des plantes, des racines, tout ça, tout ça. Mais quand tu dis que tu vends du soulabi, les gens sont « Ah, moi je ne bois pas mon soulabi, le soulabi ». Et le pire, c'est les gens, là où je suis à terre, c'est qu'on me dit, mon vaudois dit que je ne dois pas boire du soulabi. Je dis je ne comprends pas. Ton vaudou là, je suppose que c'est c'est pas ton Dieu, mais c'est ta divinité, ok? Ta divinité qui vient de ta terre refuse que tu consommes les produits de ta terre et demande à ce que tu ailles consommer les produits de la terre de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ta propre divinité refuse l'évolution de ton pays. Et c'est dans cette divinité que tu crois. Bon, ça c'est un autre débat. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte des fois on rentre complètement dans un autre débat. Donc la question à la base, c'était quelles sont les difficultés? Donc les principales difficultés, c'est de faire passer le produit de soulabi, d'enlever de la tête du Béninois que le soulabi, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas pour les mécréants, ce n'est pas l'alcool de bas de gamme, parce que c'est un produit qui ne s'obtient qu'à partir de la double distillation. C'est plus difficile de produire de l'alcool de palme que de produire du rhum. Parce que c'est de la double distillation. C'est un travail, mais difficile. Et généralement, les producteurs, ils ont appris ça de leurs parents, qui ont appris ça de leurs parents. C'est un héritage. Du coup, c'est vrai que de temps en temps, on voit sur les marchés des alcools de mauvaise qualité. Ce n'est pas du sodabi, ce n'est pas de l'alcool de palme. Comme j'appelle ça, alcool eau de vie de sève de palmier. Non, ce n'est pas ça. Ce que les autres produisent, c'est peut-être de l'alcool qu'ils ont fabriqué avec du paracétamol, je ne sais pas. Mais sinon, notre vrai sodabi, pour le distiller, c'est un art. Parce que moi, je suis allée visiter les distilleries françaises, de vraies distilleries françaises qui fabriquent le cognac. Franchement, mais là, le jour où j'ai été le plus épatée, c'est quand nous avons invité un Français pour venir former nos productrices en distillerie.
Alors lui, il parlait français. Et il disait, bon, machin, il faut mettre un thermomètre parce que si, parce que ça. Et elle disait, oui, nous-mêmes on fait ça, mais on ne mesure pas avec le thermomètre, on mesure de telle façon parce que ça donne tel résultat. Et à la fin, quand il vous dit, oui, on a aussi des techniques ancestrales de vérification, mais il te sort la technique, elle te sort la technique et c'est les mêmes techniques. Mais les gens ne voient pas cet aspect-là. Bref, tout ça pour dire que la première chose à faire pour nous était de convaincre nos consommateurs que le produit qu'on vendait était un produit noble. Et un produit noble. Et un produit noble. Ensuite, la deuxième chose, c'est au niveau des subventions. Vous allez voir qu'au Bénin, il y a beaucoup de subventions qui accompagnent généralement les producteurs agricoles. Du coup, nous, on a eu deux aspects. On a eu donc le problème de la notoriété du produit de base et maintenant le problème de subvention. Contrairement à d'autres producteurs qui ont eu d'autres entrepreneurs dans l'agroalimentaire qui vont, eux, avoir des problèmes de notoriété parce que quand on dit produits béninois, les gens sont un peu douteux par rapport à ça, mais ils ont eu des subventions. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment je fais pour concilier ma vie d'entrepreneur à ma vie de femme à la maison. J'ai un mari formidable. J'ai un mari formidable qui est le premier, enfin qui est le deuxième, parce que si je dis premier, mon papa sera jaloux, qui est le deuxième de mes supporters, deuxième de mes supporters. Du coup, il m'aide énormément. Il m'aide énormément. Et j'ai une famille qui me supporte, qui m'encourage. Et mon premier appui, c'est Dieu. Je veux dire, j'aime bien dire que c'est mon guide. C'est mon seul guide d'ailleurs. Et donc, des fois, je laisse parce qu'il dit laisse. Et des fois, je prends parce qu'il dit prends. Et puis, il y a des petites choses comme ça que je me refuse de faire. Par exemple, généralement, on m'invite dans des clubs services comme Lion, CI ou bien Rotary. Je leur dis, mais vous savez, avec tout l'emploi du temps que j'ai, si je dois rajouter une activité telle encore, je n'aurai pas du temps pour ma famille. Il y a des rendez-vous que je ne prends pas à partir de certaines heures parce que je pars du principe que pratiquement tous mes week-ends, je ne reste pas là à la maison. Donc le soir, au moins, quand je rentre, je dois voir ma famille. Je dois passer du temps avec ma famille. Le matin, je me lève, j'emmène les enfants à l'école, ou c'est mon mari. En tout cas, on se relaie. On n'a pas forcément un chauffeur qui va faire le job à notre place, quoi. Le soir, on va chercher les enfants. Tout à l'heure, j'ai appelé mon mari pour lui dire, mais vendredi, les enfants sortent à quelle heure? J'ai oublié. Ouais. Donc, voilà, on essaie de... Ça nous demande beaucoup plus de sacrifices. On ne dort pas beaucoup. Mais voilà. Est-ce que les femmes peuvent produire aujourd'hui plus facilement? Je pense qu'une entreprise, ce n'est pas une question de genre. C'est vrai qu'il existe beaucoup plus de programmes adaptés enfin, pour motiver les femmes à entreprendre aujourd'hui. Mais entreprendre, ce n'est pas une question de genre. Entreprendre, c'est une question de volonté. Pour entreprendre, il faut savoir rêver. Pour rêver, il faut avoir suffisamment de, comment on dit, de portes ouvertes dans sa tête. Il ne faut pas être fermé. Il faut suffisamment être ouvert pour pouvoir rêver. Donc tu rêves, tu as la volonté et tu t'entoures des bonnes personnes. Le reste, c'est le management. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes en management, elles sont beaucoup plus douées. Les femmes savent mieux gérer les gens, les hommes avec grand H que les hommes. Et donc, oui, dans une entreprise gérée par une femme aura beaucoup plus de chances de percer, je le dis en toute humilité, qu'une entreprise gérée par un homme. Mais il faut avoir un bon comptable. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités pour les femmes d'entreprendre. Il y a l'accompagnement, il y a le financement, il y a la disponibilité, la terre qui est là. Mais vraiment, c'est vrai.
Le King of Soto, je disais tantôt, c'est à la base 6 produits qui sont disponibles toute l'année. Enfin 6. Je compte, oui c'est bien ça, 6. Donc il y a le blanc. Je ne sais pas si vous voyez. On a l'ananas qui est là. On a également l'aphrodisiaque. Donc ça fait 3. On a ensuite le kamanga. C'est saveur mangue cannelle, c'est un de mes préférés. Ensuite, on a le agondo, qui est gingembre et ananas. Et on a la saveur, pour finir, la saveur gingembre. Voilà. Ça, ce sont les produits qu'on fait toute l'année. Ils sont disponibles toute l'année. Maintenant, quand vous regardez dans notre rayon, vous allez voir qu'il y a d'autres produits supplémentaires. On a le date citronnelle, on a le amasinji. Ça, c'est pour faire plaisir à tous les Béninois qui ont dans leur armoire des racines avec le solabi. Donc, quand même, on a fait beaucoup de recherches pour en arriver là parce que on ne voulait pas proposer un amasinji classique. Donc, il y a des racines, il y a des souchés. Donc, voilà. Donc, on a le Azon bébé parce que c'est un fruit qu'on a découvert, qu'on surkiffe. Et on a beaucoup de clients qui vraiment aiment le Azon bébé et puis qui se rappellent de notes de Azon bébé dans leur enfance en buvant cette boisson. Et on a donc la saveur citrus. Ça, c'est très bon avec citronnelle. Et the best. Ça là, ça c'est le cocktail Bissap Kamanga. C'est-à-dire que quand vous ouvrez cette bouteille, ça finit en même temps. Avec des glaçons, c'est le bonheur. Ça, c'est un cocktail, c'est pas très fort, mais c'est un gros piège de penser que c'est pas très fort. Et bon, on a les deux, ceux-là. Alors, on a fait du café au lait et puis du menthe au lait. C'était pour nous rappeler un peu, vous savez, dans nos enfances, quand on était au collège, on buvait glace, menthe au lait ou bien café au lait. On s'est dit, on va faire un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, on s'éclate hein, à King of Soto. On se fait plaisir. On se met bien. On se met bien. Voilà. Je remercie Kaya Magazine d'être venu m'interviewer aujourd'hui. C'est toujours d'une certaine façon pour nous une façon de communiquer, une bonne façon de communiquer sur ce que nous faisons. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un encouragement. Et c'est un message que nous passons, je pense, d'une certaine façon auprès de l'Afrique, de la diaspora africaine, de l'Afrique en elle-même, des Africains en Afrique, pour dire qu'il est possible de faire du beau et du bon avec nos richesses, avec ce que nous avons, avec ce qui nous caractérise en tant qu'Africains. Et c'est ce message que je veux faire passer aujourd'hui. Il est temps que c'est au tour de l'Afrique de faire rêver le monde. Alors, faisons rêver le monde. Merci.